Merci de votre constante et aimable fidélité au programme de Pinal TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. La grande interview qui reçoit aujourd'hui le professeur Harouna Soumaré, secrétaire général de l'Alliance des mouvements patriotiques du Mali. Avec lui, nous allons aborder des thèmes, des sujets ayant trait à l'actualité socio-politique au Mali. Monsieur Soumaré, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, ma première question, parlez-nous de votre association. Pourquoi elle a été créée et quels sont ses objectifs? Ok, merci M. Diallo de m'avoir donné l'opportunité quand même de passer sur votre chaîne et donner un peu d'explication par rapport à cette association qu'on a mûrie et qu'on a mis en place. En fait, c'est à travers un certain nombre de constats, d'un certain nombre de vécus, d'un certain nombre d'analyses qu'il nous est arrivé quand même de changer, à mettre en place quelque chose qui n'est pas un parti politique, mais qui est une association qui a envie de prendre en compte les lacunes développées par-ci par-là par les partis politiques. Et cela en fonction de la société civile dans laquelle nous sommes. Nous avons fait à peu près 30 ans de démocratie, nous avons vu du pouvoir militaire, du pouvoir civil. Malgré tout, ça ne va pas. On s'est posé la question qu'il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est à la recherche de ce qui ne va pas que l'idée est venue quand même de se retrouver pour essayer de faire quand même en place une certaine association que nous avons bien voulu dénommer Alliance des mouvements patriotiques. Et ça sous son sens. Une histoire de patrie, c'est des gens qui ont accepté d'appartenir à la même couche sociopolitique et qui pensent avoir partagé les mêmes idéaux. Et peut-être à la recherche de ce qui nous a manqué pour combler quand même les différences des régimes passés ou de la société actuelle. Voilà en gros les raisons pour lesquelles ce truc a été créé. Alors si je comprends bien, vous êtes apolitique. Oui, apolitique. L'association est apolitique. Mais elle se réserve le droit d'intervenir sur les questions nationales qui ont trait quand même à la vie politique. Parce que le politique s'intéresse à la vie de la nation. Nous sommes des éléments de la nation. La prise en compte de nos préoccupations ne peut pas se faire sans notre intervention. Et c'est un peu ça, cette association. Alors, vous êtes implanté uniquement à Bamako ou bien au niveau des régions? Oui, M. Diallo, l'association est née il y a bientôt un an juste. Et nous avons commencé quand même à le mettre sur place à travers le pays. Mais puisque c'est une association très jeune, les formalités administratives ont fait que nous sommes quand même intéressés d'abord à la ville de Bamako. Après, on a des représentants à Ségou et à Kaye, à Ségou, à Sigasso et puis à Koulikoro. Mais pour le moment, on se concentre beaucoup plus sur Bamako, eu égard aux idéaux que nous sommes fixés par rapport à ça. Quelles sont les relations que vous avez justement avec les partis politiques et certaines associations de la société civile? Oui, et nous avons des relations avec les partis politiques parce que regardez ici, c'est un mouvement qui réunit des gens qui ont un sens pour la patrie. Ton appartenance à un parti politique ne t'empêche pas d'y être. C'est pour dire que vous allez trouver dans le mouvement des gens qui sont d'horizons divers. Leurs partis politiques sont là-bas, nous sommes là avec nos idéaux. Ils pensent qu'au-delà de ces partis politiques, ce sont des idéaux qu'ils peuvent partager avec nous. Donc la porte n'est fermée à tous personne. Nous pensons que tous ceux qui ont un sentiment de patriotisme et qui peuvent nous trouver dans ce talent-là, il est le bienvenu. Alors, quelles sont entre autres les activités que vous avez menées à Bamako et à l'intérieur, là où votre alliance est implantée? Principalement, c'est peut-être à Bamako que certaines activités ont été menées. C'est des activités de sensibilisation que nous avons fait à travers la commune. Pour quand même s'interroger par rapport aux questions fondamentales qui font que cette instabilité sociopolitique existe chez nous. Et nous avons déjà nous-mêmes vu quand même un certain nombre de points, que c'est peut-être la détérioration du tissu familial qui est peut-être la base de ça. La disparition de l'éducation traditionnelle fait qu'aujourd'hui, personne ne peut être éduqué par personne. L'avènement de la démocratie a été pris du mauvais côté chez nous, parce qu'en réalité, le développement éducatif n'a pas atteint un certain seuil pour comprendre la démocratie. Au lieu qu'elle soit une démocratie, elle est devenue une anarchie. Personne ne se soumet à l'ordre public, et les mots sont assez nobles. Donc nos activités ont tendance quand même à aller auprès de ces populations, à ces communes, les sensibiliser par rapport à ce qu'eux, ils peuvent être, au-delà de toute appartenance politique.
Donc ce sont ces activités que nous avons menées. Il y a souvent quelques activités sportives qu'on a menées, puisqu'on est en phase de construction. La situation du pays a fait que nous avons été freinés par les activités politiques à cause de cette maladie qui était déjà là, plus ces histoires de problèmes. Et voilà, c'est ce qui nous a limités. Et nous pensons quand même, dans les futurs proches, nous installer, appeler autour de nous, fédérer autour de nous ceux qui pensent que notre idéal est leur idéal. Alors, actualité oblige aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la transition en cours dans notre pays? Bon, je crois que la transition actuellement au cours de notre pays, on ne se pose plus la question pourquoi elle est venue. Elle est déjà là. On se pose la question qu'est-ce qu'il faut. Et je pense que ces militaires, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils sont venus de bonne foi. Et l'apprentissage, la chose peut amener que des difficultés apparaissent. Mais a priori, tous les Maliens se préoccupent du bonheur du pays. Et je pense qu'ils sont venus dans ce contexte. Malheureusement, que la crise multidimensionnelle que nous avons traversée pendant 8 ans ne laisse pas blanc-neige. Et il y a trop de contraintes, trop de clivages qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, l'activité pour laquelle ils sont là soit quand même freinée par ce genre de trucs. Sinon, a priori, cette transition, elle n'est pas mauvaise. Aujourd'hui, moi, comme je l'ai d'habitude le dit, je préfère mourir de faim que d'être humilié. Aujourd'hui, qu'on le veuille pas, cette transition a posé aujourd'hui les jalons d'une paix au Mali. Les gens peuvent dormir chez eux. On ne sait pas demain ce qui sera fait, mais nous sommes à un niveau aujourd'hui où cette situation est là. Certes, les implications économiques sont là. Nous sommes obligés de supporter ces implications économiques. Et nous avons aussi l'obligation de se dire que nous appartenons à un ensemble. Et cet ensemble, on ne peut pas se fédérer de cet ensemble-là. Nous sommes obligés d'aller avec cet ensemble. Certes que nous avons des difficultés, certes que nous avons des préoccupations qui sont nos leurs, mais nous devons prendre en compte aussi la préoccupation de l'ensemble dans lequel nous vivons, car nos vies sont liées. La transition est en train d'aller et des problèmes sont là-dedans, comme toute vie humaine. Et je pense que dans les futurs proches, les problèmes vont être gérés et ça va être peut-être une sortie pour le Mali. D'accord. Alors depuis un certain temps, cette transition fait dos à la communauté internationale, au cours de laquelle nous pouvons également constater cette guerre diplomatique entre le Mali et ses partenaires, notamment la France. Alors quelle réaction avez-vous justement après que la France ait déclaré hier le retrait des forces Barkhane et Takuba sur le sol malien? Monsieur Diallo, merci beaucoup. Vous savez que l'histoire de la France et du Mali est trop liée. Nous avons fait 70 années de colonisation. Et 70 années de colonisation a laissé des séquelles. Ce qui fait que la France n'est pas toujours bienvenue. 70 années après, nous sommes à 60 ans d'indépendance. Et 60 ans d'indépendance politique, mais 60 ans d'indépendance économique. Le Mali continue de vivre avec le franc CFA. Pour mémoire, le président Modibo Keïta avait demandé au Mali de quitter la zone franc. Et on a créé le franc malien. Mais en 1967, par l'intermédiaire de Tchéoulien Konaté, le Mali est revenu dans les négociations pour entrer dans la zone franc. Et ce lien ombilical qui nous lie avec la France nous oblige à aller ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un certain sentiment de nationalisme qui se développe. Et ce sentiment de nationalisme a des conséquences. Et nous avons pensé à un moment donné que la France était un messie pour le Mali. Malheureusement, la France, à un moment donné, est devenue un handicap. J'en veux pour preuve, mais lorsque Kona arrivait, même si les raisons sont profondes, le Mali, quand même, par l'intermédiaire des autorités, avait adressé une correspondance aux autorités de la CEDEAO, de l'Union européenne, des Nations unies, pour au moins nous aider à nous défaire de ces trucs-là. La France, de façon spontanée, a répondu « Ok, c'était bon ». Mais ce qui n'était pas du tout compréhensible, c'est lorsque vous appelez quelqu'un pour vous aider à faire un combat. Ce monsieur qui est venu vous aider à faire un combat vous interdit de céder à une partie de votre territoire. Là, il y a problème. Il n'est plus venu nous aider. Il est dans son territoire. Et je ne sais pas jusqu'où, pourquoi, pendant tout ce temps, nos autorités ont eu à faire la terre miette tout ça. Moi, je ne suis pas au pouvoir, je ne suis loin du pouvoir, on ne sait pas les conclusions qu'ils ont eues avec la France pour intervenir. Donc, ceci a développé un certain sentiment de nationalisme, y compris et le soutien réel et au vu de tout le monde, la France vis-à-vis des Ménélas.
Le problème du Mali aujourd'hui, c'est ce problème de rébellion. Et ce problème de rébellion est entretenu par la France. Donc naturellement, il y a un certain sentiment de cœur qui va amener un certain sentiment de rejet par rapport à la notion de la France. Et c'est compréhensible que les Maliens se révoltent aujourd'hui par rapport à la France. Ça se comprend. Certes, que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait, mais eux aussi, ils doivent assumer pour tout ce qu'ils nous ont amené. N'eût été l'intervention de la France aux côtés du MLA, le Mali n'allait pas avoir ce problème aujourd'hui. Alors, s'il faut tirer un bilan de l'intervention française au Mali? Je vais dire que l'intervention française du Mali a été mieux et elle a été mauvaise. Mieux parce qu'elle a permis quand même à l'État de résister, d'avoir le temps de former ses hommes, d'avoir le temps de faire face à son destin. Mais mauvais parce que la France, en réalité, est-ce qu'elle était venue pour nous aider, pour nous sortir? Est-ce qu'elle n'était pas venue avec ses plans? Moi, personnellement, je me dis que non, la France est venue parce qu'elle a envie d'occuper une partie du Nord, il faut nous aider à récupérer une partie. Donc, l'intervention française au Mali, c'est couteau à double face. Aux côtés des forces françaises, il y a aussi la MINUSMA, les Nations Unies, qui intervient dans le nord du Mali et dans certaines parties du sud du Mali. Alors, quel bilan faut-il retenir de ces interventions militaires? Vous savez, monsieur, ce serait laissé à moi seul. Si je devais décider seul, j'allais accepter que le Mali vit avec ses islamistes que de vivre avec ce que cette MINUSMA nous a amené. Je pense que nous, les pays sous-développés, on est sous la coupole de ces puissances. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les 5 personnalités de la MINUSMA sont tous français. Ça ne se doit pas. Coopération Mali-Russie, que pensez-vous de ce nouveau partenariat? Bon, moi, mon problème fondamental, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France. L'histoire a prouvé que nous devons chercher à nous prendre en compte. La Russie a été le premier partenaire du Mali. Les militaires maliens étaient formés en grande partie en Union soviétique, le matériel en plus grande partie était soviétique. Mais du temps du général Moussa Traoré, certes qu'il n'a pas bénéficié de tout l'appui économique que les gouvernants ont bénéficié, mais il a su maintenir quand même un certain sentiment de respect. Le Mali était craint, le Mali avait un ordre, et il n'y avait pas ce sentiment d'anarchie. Donc cette coopération avec la Russie, ok, elle doit être passée comme coopération avec toutes les autres puissances, pourvu que ça soit dans l'intérêt du Mali. Je n'en vois pas d'inconvénient par rapport à ça. Alors s'il faut revenir encore sur cette crise, quelle responsabilité accordez-vous justement à cette classe politique? Parce que beaucoup de Maliens pensent que cette classe politique, elle est silencieuse face à la crise que traverse aujourd'hui le peuple malien. Oui, et je crois que moi j'ai une vision de cette crise et une vision des hommes politiques. Un coup d'État, quand ça arrive dans un pays, c'est que la classe politique a fait ses limites. C'est que la classe politique est responsable. Moi je me rappelle le jour où il y a eu le coup d'État au Mali. Je ne voulais pas de coup d'État, mais je salue le coup d'État. La raison est toute simple. Si les militaires n'avaient pas intervenu en août et que l'autre partie qui soutient le régime passé sort dans la rue, ça va déboucher à une guerre civile. Et rien que pour empêcher la guerre civile au Mali, moi j'ai appris le coup d'État. Et les hommes politiques savent qu'ils sont responsables de ce qui est arrivé. Leur mutisme est lié un peu à ça. La responsabilité grande, c'est eux. Puisqu'ils sont responsables, ils sont obligés de voir. Et ils ne peuvent rien faire maintenant que de proposer quand même des solutions. Ça, c'est la meilleure des choses. Parce que vous avez pris le pouvoir pendant 30 ans. Au lieu de prendre le pouvoir, vous avez laissé le pays aller dans l'anarchie. Vous avez laissé le pays aller dans la gabegie. Vous avez favorisé, vous avez fait le favoritisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand les militaires arrivent au pouvoir, et réclamer quelque chose. Ils sont obligés de se taire. Et à quoi ils ont échoué justement? Ils ont échoué sur tous les plans. La première chose dans une nation, c'est la sécurité. Le respect de l'homme. Je vous avoue que depuis 90, les événements de 90 aujourd'hui, aucun respect pour le Malien. C'est des insultes. Rien n'est fait pour l'éducation. Et la démocratie a été considérée comme étant de l'anarchie. Personne ne se soumet plus à la loi. Et décidément, ça devient un no man's land. Et ils ont échoué sur le plan économique. L'espoir était placé en eux que lorsqu'il y a un pouvoir démocratique, ça va aller. Mais malheureusement, ces pouvoirs démocratiques n'ont jamais été assis sur la valeur réelle des hommes. C'est soit la fortune des individus qui les a amenés à être au sommet, soit c'est autre chose. Je vous donne un exemple, M. Diallo.
lorsque les événements de 90 sont venus, je me rappelle que l'ADEMA n'a pas pu avoir un candidat pour la députation au Mali, ici, en commune 6. On a été obligé d'aller chercher un ancien à la tête pour le nommer député. À l'époque, tous ceux qui avaient un moyen se disaient que la politique est faite pour ceux qui n'ont rien à faire. Et ce sont ces hommes-là qui n'ont rien à faire, qui n'ont aucun bagage, qui n'ont aucune assise, qui n'ont aucune situation sociale, qui se sont menés à la politique. Les années à venir, la politique est devenue le moyen de s'enrichir. La politique est devenue le moyen de se dire des individus qui sont là, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de connaissances, qui sont à des responsabilités, ne peuvent pas prendre des décisions qui soient des décisions mûres. Donc la faute, c'est l'ensemble du peuple malien qui s'est délaissé de cette vie politique depuis les années 90. Alors, les autorités actuelles ont convoqué le Conseil national de transition pour réviser justement la charte et la loi électorale. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative au niveau de votre alliance? Bon, moi je pense qu'au niveau du Conseil national de transition, la charte qui a été élaborée à sa mise en place ne prévoyait pas ces assises nationales de refondation. Et certes, qu'il faudra réformer ce pays, mais le point fondamental qui se pose, est-ce que ça c'est du devoir de la transition? Je me pose. Refonder une nation nécessite beaucoup de choses. Ça nécessite une consultation. Dans un pays où on ne peut pas faire des élections parce qu'il n'est pas possible de toucher les gens, comment on peut parler d'assises nationales de refondation? De mon point de vue, cette assise nationale de refondation ne devait pas se faire. Les militaires en charge de l'exécution du pouvoir devaient prendre leur destin en main. Voir dans quel timing il est possible de faire des élections justes et transparentes pour que ceux qui vont arriver au pouvoir ne bénéficient d'aucune illégitimité, qu'ils soient légitimes et qu'ils bénéficient du droit. Ça, c'était mon point de vue par rapport à ces assises nationales. Et justement, là-dessus, les autorités maliennes ont demandé jusqu'à 5 ans pour pouvoir redresser le pays. Que pensez-vous de cette déclaration? Oui, est-ce que 5 ans... Moi, je pense qu'en responsable, sont sérieux par rapport à certaines choses. Une transition a été mise en place. Je crois qu'ils avaient demandé, la CEDEAO, la communauté avait demandé 12 mois. La transition en a demandé 18. Il est arrivé à un moment donné où, avant que le président Bandao ne parte, un calendrier électoral était sorti. Et ce calendrier électoral prévoyait quand même le respect du délai légal. Un second coup d'État est venu, un nouveau Premier ministre est venu, un Premier ministre qui, excusez-moi du terme, qui avait déjà rejeté cette transition, qui avait déjà fait mordiculus son objectif que le 27 février ne passe pas. Il est venu au pouvoir, tout ce que la transition sous Bandao a fait a été mis dans l'armoire, et il a créé cette histoire d'assise nationale de refondation, ce qui fait qu'arrivé le 27, avant le 27, celui-là même qui a dit qu'il faudra quand même respecter le délai, a quand même dit qu'il était impossible. Ok, les événements peuvent le rendre impossible, mais que des jalons soient tracés. Aucun jalon des élections n'a été tracé jusqu'au 27. Et quand vous demandez un délai supplémentaire de 5 ans, moi je crois que c'est une manière d'amener les gens à se rire sur vous. 5 ans, ce n'est pas raisonnable. Moi j'aurais voulu tout simplement que la transition dise, ok, nous avons prévu de faire les élections le 27, ces conditions ont fait qu'on ne peut pas les tenir, voilà, nous voulons un délai supplémentaire de 1 an, est raisonnable pour faire ces élections. Mais lorsqu'on doit amener une assise nationale qui va être réalisée par des personnes qui ont été prises on ne sait pas comment, pour ensuite dire qu'il faut faire une transition de 5 ans, laissons tout de côté. Une première transition de 18 mois, une transition de 5 ans, on va aller à combien d'années? On va aller à 7 ans. Qu'est-ce qui donne comme garantie qu'au bout de 5 ans, ils vont partir? Rien. Moi, je pense que 5 ans, c'est trop dit. C'est deux choses. Les militaires s'assument, on prendra le pouvoir, on ne va pas le laisser tant que la situation n'est pas claire. Là, on peut aller à 20 ans. Ou on doit prendre quand même un délai raisonnable pour s'occuper de ce qui est essentiel et laisser ce qui n'est pas essentiel. Laisser ça au pouvoir légal qui va venir. Alors, est-ce que la transition est sur la bonne voie? Bon, moi, de mon point de vue personnel, si je dois noter cette transition, en tout cas, je vais noter l'œuvre des militaires salvatrice par rapport à la sécurité. Des gens ont perdu leur famille, des gens ont perdu tout l'espoir, des gens ne peuvent pas sortir, des gens sont en train de vivre une situation très minable en brousse. Si aujourd'hui ces individus ont la possibilité d'évacuer à leurs affaires, même s'ils n'ont rien,
je crois qu'il n'y a rien de bon que ça. Ne serait-ce que cet aspect sécuritaire, moi je suis dit que la transition est quand même sur la bonne voie. Mais j'aurais voulu quand même que malgré ça, qu'on essaie de réfléchir avec la raison et non avec le cœur. Le cœur n'a jamais donné raison à quelqu'un. Quand on agit avec le cœur, 90% des cas, on se trompe. Mieux vaut agir avec la raison. Et on ne peut pas être dans une certaine situation de détresse et vouloir encore avoir un facteur de détresse. Ça peut aller. C'est des patriotes. Ces jeunes militaires qui sont là aujourd'hui, aucun d'eux n'a vécu à l'extérieur. C'est pour vous dire que ces gens qui ont vécu au Mali, ils ont eu la possibilité de voir ce qu'est les Maliens. Tous ceux qui sont ces hommes politiques-là, ils les ont connus. Ils ont connu ces situations-là. Ils étaient au nord pendant la guerre. Il n'y a pas mieux implanté comme eux pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour libérer ce pays-là. Donc, ils ne peuvent pas échouer sur ça. Moi, je veux simplement dire qu'on pouvait les accuser aujourd'hui s'ils ont échoué sur l'aspect sécuritaire. Dès lors que l'aspect sécuritaire est réglé, moi, j'ai dit qu'ils sont bons. Donc, vous notez des avancées sur le plan sécuritaire? Oui, beaucoup d'avancées. Je ne voyage pas. La dernière fois où j'ai fait un voyage, c'était à 100. Mais quand je suis allé en mission à 100, en allant à 100, le langage des gens a changé. Les gens se disent quand même qu'aujourd'hui, il y a moins d'attaques. Et il y a au moins 2 ou 3 mois aujourd'hui, on n'a pas jamais entendu qu'un camp malien a été attaqué, qu'un village a été détruit. Donc qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on soit là-bas ou pas, on ne peut pas ne pas avoir cette vérité en face. Alors, sur le plan politique, quelles sont les propositions? Moi, sur le plan politique, j'aurais quand même voulu que la transition essaie de voir, prendre en compte l'aspiration de tous les Maliens. Il n'y a pas de bons Maliens, il n'y a pas de mauvais Maliens. Nous sommes tous les mêmes. Le souhait de tous les Maliens, c'est que le Mali progresse. On peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais qualifier un groupe de bons Maliens et qualifier un groupe de mauvais Maliens, c'est très grave. Nous sommes tous les fils d'un même pays que ce Mali. Nous avons tous le même souhait pour ce pays. Seule la façon d'y atteindre ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on peut se le dire en face, donner les raisons pour celui qui a raison, dire les torts pour celui qui a tort. Faire en sorte que nous essayons de communier nos efforts pour faire en sorte que c'est ce seul pays qui nous appartient. Personne d'autre ne viendra le faire ici. Aucune puissance étrangère ne viendra faire le Mali. Aujourd'hui, si tous les Maliens étaient unis aujourd'hui comme un seul homme, plein de choses allaient se passer. Mais il ne faudrait pas que les uns et les autres soulèvent des rancœurs, soulèvent des questions de personnes, développer l'ego en soi pour amener le pays sur une piste qui n'est pas du tout la bonne. Mon appel à la transition, c'est de faire en sorte de fédérer tout le monde. Personne n'est mauvais. Celui qu'on pense être mauvais, appelle-le pour mettre sur la raison. C'est ce que je voulais faire comme appel. D'accord. Alors, avant de clôturer cette émission, quel est votre dernier message? Et mon message, Diallo, d'abord, c'est à l'endroit de vous, les journalistes, à l'endroit de votre télé et à l'endroit de tous les Maliens. L'appel que je vais lancer à tout le monde, c'est d'oublier tout ce qui est personnel au profit de tout ce qui nous unit. Et qu'on ne refuse pas de servir ce pays parce que c'est un tel qui est au pouvoir. Qu'on n'essaie pas de saboter ce pays parce qu'on n'est pas associés. On est tous associés, de près ou de loin. Et ce travail d'éducation, ce travail de sensibilisation que chacun de nous doit faire pour permettre au pays d'être un seul individu pour faire face à son destin, il est le mieux. Si demain le Mali est mieux, ce n'est pas Assimi qu'on va parler, ce n'est pas Alpha qu'on va parler, c'est le pays. Donc le mieux, abandonnons tout ce qui nous divise et prenons tout ce qui nous unit pour faire face à notre destin commun, qui est la réussite de ce pays. Et je suis certain que nous allons y arriver si nous mettons la volonté de le faire. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci, M. Diallo. Pour tous ceux qui viennent justement de nous prendre en vol, nous sommes au terme de cette émission, la grande interview qui recevait aujourd'hui le professeur Harouna Soumaré. Je rappelle que c'est lui le secrétaire général de l'Alliance des mouvements patriotiques du Mali. Avec lui, nous avons donc abordé un certain nombre de sujets ayant trait à l'actualité socio-politique au Mali. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci à Pinal. Chers téléspectateurs, passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.